Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours lundi 10 janvier 2022. Je continue à lire le livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, sur la partie qui traite du philosophe Francis Bacon. Et donc je continue ma lecture. Le gouvernement souffre, tout comme la science, du manque de philosophie. Parce qu'en fait, on traitait dans la vidéo précédente, c'était la partie qui parlait de l'importance de la philosophie pour aider la science à être plus importante pour l'évolution de l'humanité, pour la réflexion sur l'évolution de l'humanité. Ce que la philosophie est à la science, le vrai gouvernement des hommes l'est à la politique. C'est un mouvement guidé par la connaissance et la perspective totale, par opposition à la recherche individuelle sans but. Voilà, donc il est question du but, du sens, de l'importance du sens. Et c'est ce qui reproche à la science de travailler sans avoir une vision claire du sens de son travail, de son œuvre et d'une certaine façon de l'évolution de l'humanité. De même que les efforts de la science aboutissent à la scolastique lorsqu'on la sépare des besoins réels de l'homme et de la vie, de même les efforts de la politique n'aboutissent qu'à la plus ruineuse folie lorsqu'elle est séparée de la science et de la philosophie. Et il a raison. On peut s'en rendre compte. La science actuelle, par exemple la médecine, lorsqu'elle est dépourvue, déliée de la philosophie, de la pensée, de la philosophie qui s'occupe de l'éthique, de la morale, ça peut conduire à ce qu'on vit, par exemple, avec la médecine qui préconise inconsciemment, sans le vouloir, de faire d'arrêter, d'interrompre une grossesse lorsqu'on détecte que l'enfant, par exemple, peut être trisomique, sans se poser les questions fondamentales. Quel est le sens d'un enfant trisomique? Est-ce que vraiment l'humanité doit se passer des enfants trisomiques? Et c'est pas du tout la réalité. Au contraire, ils ont un sens très important pour moi et pour la plupart des grandes spiritualités. Ils ont un sens très important dans l'évolution de l'humanité. Ils amènent une vision complètement différente, une façon d'exprimer leur amour, leur tendresse, euh, qui est complètement fondamentale pour l'évolution de l'humanité. La seule chose, c'est que cela réclame des gouvernements de s'occuper correctement des familles qui accueillent un enfant différent. Voilà. Et en fait, l'ordre des médecins, au lieu d'engager les gouvernements à vraiment faire un cocon, une place correcte et belle pour ces enfants différents, préfère inconsciemment proposer aux parents de ne pas les laisser vivre. Et voilà par exemple, c'est juste un exemple du manque de philosophie dans la science et du manque de philosophie dans la politique. On peut retrouver exactement les mêmes choses. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Les philosophes qui sont autour des politiques actuelles sont pas les meilleurs philosophes, les plus éthiques, les plus empreints
de la haute philosophie, de la philosophie morale, sociale, qui est vraiment, qui pourrait guider et servir de guide aux hommes politiques. C'est un tort de confier le soin du corps à ces empiriques qui n'ont communément qu'un petit nombre de recettes qu'ils croient efficaces, mais ne connaissent ni la cause de la maladie, ni la constitution du patient, ni le danger des complications, ni les vraies méthodes de traitement. Et à tout ça, on peut dire, oui, vraiment, c'est ça. C'est vraiment une médecine digne de ce nom, vraiment, travaillerait les gouvernants à changer de forme de société en sachant l'influence du stress dans la maladie, l'influence de la pollution dans la maladie, l'influence des mauvaises conditions de vie dans la maladie, etc., etc. Et l'influence de la dépression, d'un système politique qui met en dépression ses citoyens, et donc maltraite les citoyens les plus faibles qui n'ont d'autre solution que de se maltraiter eux-mêmes pour supporter la violence qu'ils reçoivent de la part des dominants. Voilà par exemple. De même, ce doit être un danger de remettre la direction du corps politique à des hommes d'État empiriques, à moins de les associer à d'autres qui s'appuient sur la science. Bien qu'on puisse juger partial envers sa profession, celui qui disait « Les États ne sont heureux que le jour où les rois seront philosophes, ou les philosophes rois ». Voilà, je crois que c'est Platon qui parle de ça. L'expérience montre pourtant que les époques les plus prospères ont été celles où régnaient des princes sages et instruits. Voilà, alors il y a le mélange entre ce que dit Will Durant et ce que dit Francis Bacon. Évidemment, malheureusement, je ne le distingue pas. Et Bacon nous rappelle les grands empereurs qui ont gouverné Rome après Domitien et avant Commode. C'est ainsi que Bacon, comme Platon et comme nous tous, exaltait sa marotte et la présentait comme le salut de l'humanité. Et ça, c'est beau de dire, et comme nous tous, comme Platon et comme nous tous, que ce Will Durant puisse dire, s'inclure à l'intérieur. C'était un philosophe aussi. Et je trouve ça vraiment généreux, et vraiment avec une grande clarté d'esprit de pouvoir s'inscrire. Et ça, au fur et à mesure que je lis cet auteur, ce Will Durant, je trouve vraiment sa conscience ouverte et son éthique et son empathie grande. Mais il reconnaissait plus clairement que Platon, et cette clairvoyance est annonciatrice des temps modernes, la nécessité de la spécialisation scientifique, de soldats et d'armées de la recherche spécialisée. Aucun esprit, pas même celui de Bacon, ne pouvait embrasser tout le champ de la science, l'observa-t-il du sommet de l'Olympe. Il savait qu'il avait besoin d'aide, et il sentait vivement son isolement à la froide altitude où l'élevait son œuvre. Et c'est marrant parce que, voilà, c'est aussi ce que j'avais vraiment envie au tout début de la mécanique universelle. C'est quelque chose qui m'a paru, j'ai eu tout de suite l'envie, l'intuition que ce qui serait bien pour cette réflexion qui traite de l'avenir de l'humanité, de la finalité de l'humanité, de l'évolution vers la perfection, de l'atteinte vers la perfection, qu'il serait bien de monter une sorte de collectif de scientifiques, de penseurs, de philosophes, d'intuitifs, de psychologues, de sociologues, etc., qui seraient intéressés par cette réflexion sur l'humanité, sur l'évolution de l'humanité,
et qui voudraient collaborer et monter un groupe vraiment important à ce sujet pour en, en découvrir la réalité ou pas, ou la fausseté de cette pensée. Mais ça serait vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Il faudrait recommencer à penser ça. Je l'avais pensé, mais c'est au-dessus de mes forces d'organiser quelque chose comme ça, donc j'ai abandonné l'idée. Quel compagnon avez-vous dans votre travail demande-t-il à un ami. Pour moi, je suis dans la plus complète solitude, le pauvre. Voilà ce qu'on peut dire. Ils rêvent de savants spécialisés coordonnant leurs efforts dans une communion et une collaboration constante. Voilà exactement ce que je ressentais. Et je ne l'avais pas lu, je découvre la lecture, je lis en même temps que vous et je découvre en même temps donc voilà, une phrase avant, j'avais anticipé cette chose-là parce que je l'ai pensé de la même manière, mais tout simplement parce que ces esprits se rencontrent, les esprits qui pensent plus grand qu'eux-mêmes, qui pensent à l'évolution de l'humanité ils ont besoin, ils ont naturellement, intuitivement, ils vont sentir qu'ils ont besoin d'aide, d'un groupe de travail. C'est tout simplement, c'est basique quoi. Et organisé de façon à s'attacher sans défection au même but. Considérer ce qu'on pourrait attendre d'hommes favorisés par le loisir, associant leurs travaux et profitant de l'héritage des siècles. Il faut vraiment que je le fasse, effectivement. D'autant plus que ce n'est pas une voie sur laquelle un seul homme puisse passer à la fois, comme c'est le cas pour les raisonnements. C'est une voie dans laquelle le labeur et les tâches, surtout en ce qui concerne l'expérience à recueillir, peuvent, avec le meilleur effort, être réunis et distribués puis combinés, car les hommes ne commenceront à connaître leurs forces que lorsque, au lieu de s'attacher en grand nombre aux mêmes besognes, un seul se chargera d'une chose et un autre d'une autre. Voilà, c'est un groupe qui, chacun travaille à sa tâche, mais pour une tâche commune. La science qui est l'organisation de la connaissance doit être elle-même organisée. Et cette organisation doit être internationale, qu'elle se développe librement par-dessus les frontières. Elle peut faire l'unité intellectuelle de l'Europe. Eh bien, ça, c'était déjà en avance de ce cher Francis Bacon. Bien sûr que ça doit être international. Et maintenant, pour lui, c'était européen, maintenant c'est mondial. C'est ce qui se passe d'une certaine manière, mais pas de manière fluide. Ça pourrait être beaucoup plus fluide. Pour que ça soit plus fluide, il faudrait que les dominants cessent leur querelle, cessent leur guerre, cessent de mettre le chaos de partout où ils passent. Voilà, les 20, 30 dernières années, 40 dernières années, même un peu avant, ils ont planté un chaos, mais pas possible, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, etc. Ils ont laissé le chaos s'installer dans des pays, dans les pays pauvres, en Afrique, etc., au lieu d'aider ces pays à se développer, ou en Amérique latine, ou ailleurs. Et donc, ils nous font perdre, ils font perdre ces dominants-là en guerroyant, en se mettant des bâtons dans les roues pour empêcher l'autre de prendre le pouvoir, d'émerger. C'est ce qui se passe entre les Américains, les Chinois, les Russes et les Européens, etc. Voilà les grandes puissances qui n'arrêtent pas de se mettre des bâtons dans les roues pour tenter de se neutraliser. Quelle erreur, quoi, parce que euh, ça, ça enlève un peu de la force de travail. Et puis sans compter qu'il y a la précarité, sans compter que les élites se renouvellent pas. Il y a un copinage extraordinaire qui fait que les élites engendrent des élites au lieu de faire émerger
des pensées nouvelles venues du peuple. Voilà, moi j'en suis un exemple. J'ai pas fait d'études et mon potentiel, en fait, il se trouve que j'arrive à l'exprimer parce que je suis dans un temps où on peut écrire, faire des vidéos, faire des choses comme ça. Mais c'est exceptionnel d'une certaine façon. La plupart des gens, des grands intuitifs de la classe pauvre, ils en font rien. Ils en souffrent tout simplement. Ils ont des idées grandioses, ils ont des capacités énormes et qui sont complètement sous-estimées et sous-exploitées. Voilà comme on sous-exploite le génie des banlieues. Les mecs qui sont qui, même qui font pas d'études, mais qui arrivent à organiser des business de milliardaires quasiment, on les laisse se consumer dans le négatif, au lieu d'utiliser tout ce potentiel en les accueillant d'abord, en sortant les banlieues des ghettos, en faisant qu'ils fassent vraiment société, qu'ils soient aimés par le reste de la population et qu'ils aiment le reste de la population, qu'ils aiment leur nation comme nous, ça passera par le fait de nous les aimer pour qu'ils puissent aimer aussi leur nation. C'est pas à l'inverse. Si on les maltraite et qu'on exige d'eux qu'ils aiment leur nation, c'est vouloir briser l'orgueil d'un être humain. C'est pas, on en fait, des chiffres molles, pas des êtres humains. Si on brise le cœur, si on, voilà, on méprise un enfant et on lui demande quand même de nous aimer en retour, et ben, ça permet pas d'exprimer son potentiel. Le défaut que je découvre ensuite, c'est le peu de sympathie et de rapport qui existe entre les collèges et les universités, aussi bien à travers l'Europe qu'à l'intérieur d'un même État et d'un même royaume, écrit Francis Bacon. Que toutes les universités se partagent les sujets d'études et les problèmes, qu'elles coopèrent à la recherche et à la publication tout à la fois. Ainsi organisées et alliées, les universités pourraient être jugées dignes de tels appuis royaux qui leur permettraient d'être ce qu'elles seront dans l'état idéal, des centres d'études impartiales qui régissent le monde. Il avait des idées complètement avant-gardistes, ce Francis Bacon. Je comprends maintenant pourquoi Will Durant l'a placé à cette position. Alors qu'on n'en parle pas de Francis Bacon, très peu. Sur Internet, on voit, il y a très peu de choses qui sont dites sur ce philosophe. Il est drôlement... c'est incroyable, quoi. L'oubli que cette société qui est pourtant la société, le temps du Wikipédia, de YouTube, etc., marginalise la grande élite, la vraie élite, la belle élite, l'élite universaliste, l'élite favorable, pour gaver le temps, pour utiliser le temps, mais d'une manière inconsidérée pour l'élite commerçante, quoi, l'élite commerciale, l'élite qui vaut des ronds, voilà, les stars, les sportifs, voilà, les animateurs de jeux, ceux les lofters, etc. Voilà où on passe la plus grande partie du temps, où passe la plus grande partie du temps de cette partie du néolibéralisme qui est l'impérialisme du marché. Et l'impérialisme, tant que le système marchand est au pouvoir, on sera sous cette absurdité, sous cette... il fera que des idiots pour consommateurs, parce que c'est son but, il n'a pas d'autre alternative, surtout dans un monde
en compétition, où le marché est en compétition. Il est obligé de faire encore plus de stupidité, de dépendants, de toxicomanes, voilà, de dépendants à ces jeux télé, à ces ci, à ces ça, etc. Et des gens qui sont là que pour consommer. Donc on ne peut pas laisser le marché encore tracer la route de l'humanité. Il fallait qu'il la trace, c'était important pour passer du national au continental et au mondial maintenant, pour établir la mondialisation, pour les bases de la mondialisation. Mais maintenant, il faut que le marché rejoigne sa place, elle est très importante, il est fondamental pour l'humanité, le marché, le système marchand, mais il doit être à sa place, c'est-à-dire pas celui qui distribue les valeurs, qui donne les valeurs, pas celui qui organise la société, etc. C'est pas à lui à faire ça. Il doit retrouver sa case, voilà, et qui est la dernière dans la hiérarchie des missions, comme le dit, je ne me souviens plus qui, mais il y a un philosophe, voilà, Confucius, je pense, qui dit que la caste des marchands doit être en bas du système. Voilà, avant il y a les philosophes, il y a les politiques, les philosophes, etc. Les soins, les trucs, l'éducation, etc., etc. Et en bas, dans la hiérarchie, c'est le monde du marché. Et aujourd'hui, malheureusement, sur la planète, c'est le marché qui a pris le pouvoir dans toutes les civilisations, dans tous les groupes, sur tous les continents. Et c'est lui qui donne le là. Et d'ailleurs, je pense qu'en Chine, c'est ceux qui veulent commencer à lutter contre ça, contre cette hégémonie. Et je pense qu'il y a une sacrée clairvoyance du monde, dans le monde chinois quand même. En dehors du fait que c'est aussi qu'il a un côté dictatorial malheureusement. Et bon, voilà. Il faut aussi reconnaître les qualités des choses. Bacon parle des traitements ridicules réservés aux chaires publiques, soit dans les sciences, soit dans les arts. Et il sent que cela durera tant que le gouvernement ne prendront pas en main la grande tâche de l'éducation. Voilà, exactement. Les sages de l'Antiquité et des meilleures époques de l'histoire se sont toujours plaints de voir les États trop occupés à légiférer et trop peu soucieux de l'éducation. Il a raison, il est extrêmement clairvoyant, ce Francis Bacon. Son grand rêve est la socialisation de la science en vue de la conquête de la nature et de l'élargissement de la puissance humaine. Voilà. Je le comprends tellement. Je comprends tellement cet espoir. Et on ne peut que l'avoir. De toute manière, il a fait son œuvre. Il a écrit, voilà. On peut lire 500 ans plus tard ce qu'il a pensé. Et il a eu de l'influence dans ce qu'il a écrit à cette époque-là. Il y a des gens qui l'ont lu. Il y a des gens qui ont un peu utilisé, pas complètement, mais un peu utilisé le maximum qui pouvait l'utiliser d'ailleurs, tout son potentiel créatif, tout ce qu'il a imaginé. Et moi, c'est la même chose. Voilà, la mécanique universelle, il y a 13 ou 14 ou 15 millions de personnes qui l'ont vu. Il y a peut-être 1% de gens qui l'ont vraiment lu, qui se sont vraiment intéressés à ça. Mais ça suffit, c'est tout. C'est pas, et ça continuera à faire son chemin si ça doit le faire, ou ça irradiera dans d'autres pensées pour développer les choses. Voilà l'importance des choses. Donc son grand rêve, c'était pas qu'un grand rêve de la socialisation de la science. Et moi, je pense exactement la même chose. Aussi adresse-t-il un appel à Jacques Ier,
Eh bien, moi j'écris aussi au président de la République. Et je dis ce que je pense, ce que je pense juste pour l'évolution de l'humanité. Je fais la même chose. Où il prodigue la flatterie qu'aimait à savourer, il le savait, son Altesse royale. Jacques Ier était un savant autant qu'un monarque, plus fier de sa plume que de son sceptre ou de son épée. On pouvait espérer, bon moi je ne caresse pas dans le même sens du poil les choses, mais je dis les choses, je les dis mal, beaucoup moins bien que certainement il savait les écrire, euh, Francis Bacon, mais je les écris quand même. Voilà. Et après on ne sait pas ce que ça peut faire, mais au moins j'ai accompli ma tâche. On pouvait espérer quelque chose d'un roi aussi lettré et érudit. Bacon écrit à Jacques Ier que les plans qu'il a ébauchés sont vraiment opéra basilica, dignes d'un roi, et qu'à l'écart de l'œuvre à accomplir, un homme seul ne peut faire que l'office d'un poteau à une croisée de route. Il a des belles images. Indiquer la voie sans pouvoir la parcourir. Évidemment, cette royale entreprise exigera des dépenses, mais de même que les agents secrets et les espions des princes et des États présentent leurs comptes pour les renseignements qu'ils fournissent, de même vous devez permettre à ceux qui épient la nature et surprennent ses secrets de présenter aussi leurs comptes, si vous ne voulez ignorer beaucoup de choses dignes d'être connues. Car si Alexandre, à la demande d'Aristote, a ouvert de si larges crédits pour la subsistance de chasseurs, d'oiseleurs, de pêcheurs, etc. Ah, voilà, alors Aristote avait demandé à Alexandre d'ouvrir des crédits pour la subsistance des chasseurs, des oiseleurs, des pêcheurs. On en apprend des choses. Combien plus nécessaire est cette générosité envers ceux qui explorent les labyrinthes de la nature. Oh, oui, c'est vrai. Et je le réclame de notre chef d'État et des chefs d'État et des dirigeants. Oui, soyez généreux avec ceux qui veulent réfléchir à l'évolution de l'humanité. Donnez les moyens. Voilà, je vais écrire d'ailleurs, je vais écrire cette demande de pouvoir organiser un groupe de travail là-dessus. Que ça soit fait par quelqu'un du sérail, bien sûr, pas par moi, mais par un universitaire qui sait rassembler les pensées, les penseurs, etc. Mais que ça soit fait. Avec de tels subsides de la part du roi, la grande reconstruction pourrait être achevée en quelques années. Sans cet appui, la tâche demandera des siècles. Et c'est marrant parce que j'écris depuis longtemps. J'avais écrit à Jacques Chirac, à l'époque, quand il était président, en lui disant, voilà, je venais d'arriver, je pense, en mécanique universelle, de découvrir la mécanique universelle depuis quelques années à peine, et je venais d'arriver ici à la campagne où je suis. Et je lui avais dit, voilà, il faudrait faire une université mondiale, un grand campus universitaire dans ma région, là où nous sommes, là, il y a des terres extraordinaires, des plateaux, c'est sur un plateau, on pourrait construire un campus vraiment magnifique, un campus digne, voilà, le plus grand campus, le meilleur campus du monde, et dédié à la démocratie, à l'évolution de l'humanité. Voilà, pour enseigner à l'ensemble des jeunes de tous les pays du monde qui viendraient étudier ici les valeurs, la philosophie de la démocratie. Pourquoi la démocratie est si importante. Voilà ce que je voulais faire. Et j'avais reçu une petite réponse en me disant j'ai bien pris connaissance de votre demande qui est très intéressante ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, c'est resté lettre morte. Et peut-être c'était juste une lettre automatique renvoyée, mais enfin peu importe, j'avais fait mon travail. Et ça se retrouvera certainement dans les archives
des choses dans quelques siècles quand il sera question d'analyser un petit peu mon parcours et mes engagements. Ce qui est tout à fait nouveau chez Bacon, c'est la superbe assurance avec laquelle il prédit la conquête de la nature par l'homme. Incroyable. J'engage tout mon jeu sur la victoire que l'art doit remporter dans la course sur la nature. Ce que les hommes ont fait n'est que le gage de ce qu'ils feront. Ben oui, il avait raison. Et évidemment, moi aussi, c'est ce que je pense. L'humanité doit apprendre à conquérir son environnement de façon propre. Voilà, maintenant on a conquis pratiquement tous les espaces, mais on l'a fait de manière désordonnée, violente, prédatrice, etc. Il est temps maintenant de vraiment finaliser cette humanité, mais de manière propre, durable, sans abîmer la planète. Voilà, et ça, quoi qu'il arrive, c'est ce qui se fera. Alors, soit il commence un petit peu à mettre un doigt dans l'engrenage, ces dominants que nous avons là actuellement. Soit, ben, ça ne sera pas eux, ça sera la génération d'après, ça sera, voilà, dans 10, dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, si c'est pas eux. Moi, je leur propose, je leur dis, vous pouvez commencer à mettre en œuvre le début de cette chose-là. Peut-être ils peuvent le faire, peut-être ils ne peuvent pas le faire. Mais bon. Mais pourquoi ce grand espoir? Les hommes n'avaient-ils pas depuis 2000 ans cherché la vérité, exploré les sentiers de la science? Pourquoi espérerait-on maintenant un si grand succès, alors qu'un temps si long avait donné un si modeste résultat? Voilà exactement où j'en suis. Pourquoi je devrais espérer que ça soit maintenant que ça se fasse, alors que le passé a montré que il y a un si modeste résultat? Pourquoi je pense que ça pourrait bouger d'un seul coup, alors qu'ils n'écoutent pas les Greta Thunberg, etc., où ils écoutent à peine d'une oreille discrète. Voilà. Pourquoi? Oui, répond Bacon, mais si les méthodes employées étaient fausses et stériles, hein, si c'était ça, et si la route a été perdue et les recherches égarées dans des sentiers sans issue, hein, il faut une révolution radicale dans nos méthodes de recherche et de pensée, dans notre système scientifique et logique. Il nous faut un nouvel organon, meilleur que celui d'Aristote et approprié à un monde plus vaste. Et ainsi, Bacon nous présente son chef-d'œuvre. Voilà. Là, je vais arrêter ici. Son chef-d'œuvre, c'est le nouvel organon. Voilà, ça sera la prochaine vidéo. Merci en tout cas de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.